Merci d'être là, merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue Claude. Je vous en prie. Bienvenue Jean-Pierre. C'est avec plaisir. Voilà, on est ravis de vous accueillir pour ce 7e, 8e débat. Je ne sais pas. Voilà, qu'on organise. Devant vous, un groupe de chefs d'établissement qui a pris ses fonctions depuis 1 an et demi. Voilà. Des chargés de mission en direction du CESEN et puis des personnes de la direction diocésaine de Paris, du secrétariat général. Il y en a d'autres qui vont arriver du secrétariat général, mais ils ne sont pas encore là, qui nous rejoignent. Donc, merci beaucoup. Je le redis avant de laisser la parole à Jean-Pierre qui va lancer le débat. On a eu la joie d'avoir cette proposition de la part de Claude Tello il y a maintenant 2 ans. Et ça a accompagné quelque chose que nous voulions faire à l'ECM, c'est-à-dire ne pas organiser des conférences, mais des débats, donc des temps d'échange avec un intervenant de qualité, évidemment, sur des sujets qui nous concernent, enfin qui concernent en tout cas les cadres de l'enseignement catholique, dans un temps de débat, de confrontation, d'argumentation. Pour cette 3e année où nous les mettons en place, nous avons la volonté de les inscrire complètement dans la démarche du réenchantement initiée par Pascal Balmand, et puis dans la thématique qui est celle de cette année, qui dans celle d'un nouveau rapport au savoir et d'un nouveau rapport au monde, nous invite, je l'ai dit à un groupe, non aux 2 groupes, je l'ai dit, dans la lignée de ce qui s'est vécu à Vittel pour une partie de l'enseignement catholique, sur l'interrogation d'un nouvel exercice de la responsabilité dans l'enseignement catholique. Et du coup, quand on a vu Claude en début d'année, on lui a demandé s'il acceptait d'entrer un peu dans cette thématique-là. Et c'est pourquoi il nous a proposé ce débat dirigé aujourd'hui dans une société en réseau. Voilà la raison pour laquelle on vous la propose. Je ne vais peut-être pas en dire plus parce que vous allez davantage vous le développer. Éventuellement, dans l'échange après, on pourra y revenir sur les raisons qui nous ont conduits à vous solliciter pour cela. En tout cas, un grand merci. Merci à vous tous. Alors effectivement, diriger aujourd'hui, le titre, on le voit partout. Ce qui est important, et si vous avez lu l'avant-débat, vous savez donc qu'à chaque fois qu'on vous invite, vous avez un avant-débat. Ce qui est important, c'est le sous-titre. C'est un peu l'angle sur lequel Claude va démarrer son exposé. Je vous rappelle aussi très rapidement, pour ceux qui ne connaissaient pas notre format de déchiffrer notre époque, bon d'abord, merci de rester parmi nous après une journée très chargée, c'est vraiment très sympathique. La deuxième chose, c'est qu'on a 2 parties dans nos débats. La première d'environ 30 minutes à peu près, et on écoutera avec intérêt Claude, qui va commencer en s'appuyant sur l'avant-débat à développer notre thème. Et puis la deuxième, alors là franchement, vu le nombre qu'on est, je pense qu'on va être très enrichissant et très échangeant sur le sujet. Voilà. Je crois qu'il y a ensuite un pot à la sortie et d'autres trucs qui nous permettront d'avoir un contact plus convivial et direct. Exactement. D'entrée de jeu, je laisse la parole à Claude, qui ne veut pas de micro parce que vous n'êtes pas nombreux, mais dites, on va voir si vous l'entendez sans micro. Merci. Non, je pense que, si vous voulez, deux préalables. Diriger aujourd'hui, c'était le sujet que le CM voulait qu'on évoque dans cette soirée. Je pense que c'est vraiment un problème partout. C'est-à-dire, on va surtout parler d'un établissement scolaire, bien entendu, mais je pense que c'est un problème partout. Aujourd'hui, compte tenu des évolutions de la société, compte tenu du fait que les gens qu'on dirige sont plus formés, plus éduqués, plus exigeants, et que par conséquent, plus reliés d'une façon que les nouvelles technologies rendent innovantes et qui s'opposent d'une certaine façon aux modalités traditionnelles de la direction. Et par conséquent, le sujet dirigé aujourd'hui n'est pas un sujet limité à l'école, pas un sujet limité à l'établissement scolaire. Je pense que c'est un sujet général. Alors on l'avait proposé à Nathalie, d'une part parce que c'est un sujet auquel j'ai moi-même réfléchi, mais aussi parce que Jean-Pierre a été, quand il était en activité, un haut cadre d'entreprise. Et par conséquent, entre le haut cadre d'entreprise et moi-même dans l'éducation, nous pouvons avoir en somme une palette de réponses et de réflexions qui ne se limite pas à la question de l'établissement scolaire.
La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en effet, comme on est très peu nombreux, la pratique habituelle qui est que je fais d'abord une introduction et ensuite il y a un débat, cette pratique peut être rompue à votre diligence. C'est-à-dire que la discussion peut s'enclencher au moment que vous voulez dans cette soirée, puisque finalement, plus qu'un débat, ça devient presque une causerie autour du feu. Voilà, nous sommes d'accord? Nous pouvons partir sur cette idée? J'ai écrit comme d'habitude pour me fixer les idées et en même temps pour laisser une trace de cette soirée et à votre intention pour que ça génère chez vous des éléments de réflexion. J'ai écrit 2 pages qui était le format que Nathalie m'imposait, 2 pages qui essayent de problématiser cette idée qu'on ne peut pas diriger aujourd'hui comme on dirigeait autrefois. Et que vous venez de commencer, si je comprends bien, à être chef d'établissement pour une partie d'entre vous. Vous allez l'être pendant 10 ou 20 ans, j'imagine. Et par conséquent, dans l'avenir, dans ces 10 ou 20 ans où vous allez diriger, je crois qu'il faudra que vous vous posiez la question de savoir comment vous y prendre et que ça ne pourra pas être, même comme j'ai moi-même dirigé il y a 20 ans, quand j'avais une unité importante au ministère de l'Éducation à, précisément, animer ou diriger. Alors, je pense, si vous voulez, que j'ai mis dans l'avant-propos 3 ou 4 choses que je vais juste dire oralement pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Mais ce qui est essentiel sur un sujet comme ça, c'est évidemment le type d'échange qu'on peut avoir. Et je le répète, on l'a dès que vous le souhaitez. Alors, je pense 2 préalables que j'ai mis dans l'avant-propos et que je redis avec vous avec force. Je crois qu'il faut diriger. Je veux dire, quand on est un dirigeant, il faut diriger. Ça a l'air idiot de dire ça, mais dans une société où la direction est difficile à admettre, où le côté arbitraire du dirigeant est contesté, où les échanges se font de façon ahiérarchique assez souvent par le réseau, l'idée de diriger peut comment dirais-je, sinon révolter, du moins faire hésiter. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, des chefs d'établissement, peut-être pas vous, puisque vous êtes là, mais j'en ai connu beaucoup qui disaient un chef d'établissement, il ne dirige pas, il anime. Une espèce d'euphémisme, de la difficulté de diriger. Je crois qu'il faut, quand on a choisi ce métier, et je pense que c'est un métier que je vous félicite d'avoir choisi et qui est difficile, je crois qu'il faut diriger. Et qu'est-ce que ça veut dire diriger? Je pense, et en tout cas je vous l'ai proposé, guillemets, ça veut dire organiser et décider au service d'une vision qu'on aura réussi à faire partager. Le directeur d'un établissement et d'une organisation a une certaine vision de ce que doit faire cette organisation. Dans le cas d'un établissement scolaire, il me semble, en dépit des gens qui veulent renouveler le vocabulaire, etc., il me semble que est indépassable la vision que l'établissement doit faire réussir tous les élèves. Et doit le faire vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas un slogan, faire réussir tous les élèves. Ce n'est pas une épreuve de philosophie. Ce n'est pas une thèse qu'on développe ou une antithèse qu'on affronte. C'est une pratique quotidienne. La vision d'un directeur d'établissement scolaire doit être de faire vraiment réussir tous les élèves. Et donc cette vision-là, à la fois, il a à la faire partager à l'ensemble des gens de l'établissement et à en définir concrètement les conditions et les facteurs. Mais il me semble que diriger, ça veut dire ça quand on est chef d'établissement. Alors quand on est dans une entreprise, ça veut dire autre chose. Mais à chaque fois à la tête d'une organisation, diriger, ça veut dire avoir une vision, la faire partager et prendre des décisions en conformité avec cette vision de ce que l'organisation doit faire. Il me semble que dans un établissement scolaire, on est assez, comment dirais-je, verni, si je puis dire, au sens où la vision existe déjà, faire réussir tous les élèves, faire réussir vraiment tous les élèves et naturellement tirer les conséquences de cette obligation. Et une des conséquences, c'est qu'il faut prendre des décisions en conformité avec cette vision. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut plus diriger comme autrefois, c'est-à-dire en imposant verticalement et sine die, sans discussion, évidemment, telle ou telle chose. Je crois qu'il faut tenir compte réellement du fait que les gens avec qui on travaille, les gens qu'on dirige, les gens qui sont dans l'organisation, d'une part, sont beaucoup plus éduqués et exigeants qu'autrefois. Et d'ailleurs,
éduqués et exigeants, et en dehors de l'organisation, sont alimentés en permanence et en quelque sorte en relation en permanence avec d'autres, ce qui fait que ce serait absurde que l'établissement scolaire tranche par rapport à son environnement. L'environnement, notre société est une société dans laquelle l'imposition de décisions verticales ne fonctionne plus. Notre société est une société qui développe, et je pense que ça sera encore plus vrai dans 20 ans, qui développe plutôt une élaboration par échange de ce qu'elle entend devenir. Et naturellement, sur le plan proprement politique, cette élaboration qui concerne le citoyen et qui se produit au cours des campagnes électorales, cette élaboration trouve son point d'achèvement dans le vote. Dans le vote. Et ni les programmes électoraux, ni le vote ne sont des décisions imposées de façon horizontale, de façon verticale, par un dirigeant. Tout au contraire, l'homme politique qui se présente à nos suffrages, d'une part, il faut que, par une alchimie assez subtile, il définisse un programme électoral qui traduit ses intentions, mais qui soit compréhensible et accessible aux futurs électeurs qu'il entend séduire. Et d'autre part, évidemment, le vote que vous faites, que je fais dans l'isoloir, c'est d'ailleurs ça la vertu de l'isoloir, ce vote qui vous est propre, qui vous est personnel, est tout sauf l'application d'une décision verticale. Ce vote est votre liberté de citoyen, c'est une liberté que vous avez nourrie de la campagne électorale, et vous voyez, pour prendre cet exemple, mais je pense que ce serait vrai aussi dans le fonctionnement de la famille, nous ne sommes plus dans un univers où soit nous pouvons décider unilatéralement des choses, soit nous subissons des décisions unilatérales. Nous sommes dans un univers d'échange, de réflexivité, hiérarchisé. Nous ne sommes pas tous équivalents, sauf précisément dans l'isoloir, mais hiérarchisé. Les gens sont plus ou moins compétents, les gens sont plus ou moins en capacité de faire telle ou telle chose ou de réfléchir à telle ou telle chose. Et c'est d'ailleurs ça, la société reste hiérarchisée bien qu'elle soit plus horizontale. C'est bien ça un des problèmes de l'école, c'est que l'école doit faire réussir tout le monde, mais tout le monde ayant réussi va se trouver ensuite, sortant de l'école, devant un univers hiérarchisé qui est l'univers économique et social où en effet les gens ne gagnent pas la même chose, en effet les gens n'ont pas le même prestige de par leur métier, de par leur position. Et donc, la contradiction est un peu là, c'est-à-dire nous entrons dans une société plus horizontale où les échanges s'accroissent et où en somme notre capacité, notre surface est plus grande par les discussions et les échanges qu'on peut avoir avec les autres et que permettent les nouvelles technologies, et en même temps la société reste un univers hiérarchisé. Et ça n'est pas la peine de penser qu'elle ne le sera pas hiérarchisée. Elle sera toujours hiérarchisée. La hiérarchie n'est d'ailleurs pas nécessairement la même dans toutes les économies et dans toutes les sociétés. Elle est plus ou moins prononcée. Je reviens d'un voyage en Inde, par exemple. Là, vous avez une hiérarchie à la fois de position sociale, de salaire, immense, gigantesque, et qui a pris la forme extraordinairement, ferme, de caste. Bon. Dans une démocratie comme la nôtre, la hiérarchie est beaucoup plus faible, beaucoup plus atténuée. En Grande-Bretagne, elle est beaucoup plus grande que chez nous, qu'importe. Mais l'univers dans lequel les élèves que vous aurez fait réussir, puisque c'est ça votre projet et c'est ça votre vision, l'univers dans lequel ils rentreront est un univers hiérarchisé. Et l'univers dans lequel vous baignez, vous vivez, qui est un univers où les échanges entre nous s'accroissent, cet univers reste hiérarchisé. Et par conséquent, je plaide, par un mot pour faire une image, je plaide pour qu'on essaye d'inventer une façon oblique de diriger. Oblique, c'est-à-dire qui retient des éléments de décision et ce qui s'attache de verticalité, peu ou prou, à des éléments de décision, mais qui retient aussi des éléments d'horizontalité qui tiennent à l'organisation progressivement en réseau de notre société. D'où ce deuxième préalable, après le premier, il faut diriger, il faut s'accrocher à cette idée de diriger. Deux, il faut diriger autrement et essayer de diriger, comme je viens de le dire, de façon oblique, c'est-à-dire en intégrant ces deux dimensions. Alors, ceci étant les deux préalables, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est bien gentil de faire ça. Je pense qu'il y a, pour un établissement scolaire, et je penserais éventuellement pour une entreprise, c'est une chose que Jean-Pierre pourra évoquer tout à l'heure, ou pour une administration,
j'ai dirigé, par exemple, une direction du ministère de l'Éducation nationale et j'avais essayé d'appliquer ce que je vais vous dire. Donc, je vais dire 3 mots importants et qui me semblent nouveaux et qui me semblent concrétiser ce que j'appelle une direction oblique. Alors, le premier mot, c'est qu'il faut savoir ou avoir appris ou avoir acquis. Bon, c'est à la discussion, bien entendu. Il faut savoir faire preuve d'autorité. Je pense qu'un des sujets de notre société, c'est que l'autorité, non pas se perd, mais n'est plus fondée sur la position. L'autorité n'est plus fondée sur la... Lorsque j'ai commencé on disait... Un inspecteur de l'éducation nationale a l'autorité parce qu'il est inspecteur. Ça, c'est fini. Un directeur d'établissement scolaire comme vous a l'autorité parce qu'il est directeur. C'est fini. C'est fini. Je pense qu'il faut abandonner l'idée, y compris il faut abandonner l'idée d'argument d'autorité. On fait ça parce que je l'ai dit. Il faut abandonner cette idée que l'autorité découle ipso facto de la position que vous occupez. Alors ceci est évidemment très difficile pour le dirigeant de devoir abandonner cette idée parce que c'était une idée assez confortable. Non pas que ça vous permettait ou ça vous donnait le prétexte ou l'occasion d'être incompétent, d'être dans une position qui automatiquement avait de l'autorité. Mais enfin, c'était quand même assez confortable, y compris pour vivre tous les jours. Bon. Alors si l'autorité ne doit plus être et ne peut plus être, et c'est ma thèse, ça peut se discuter, bien entendu. Ne doit plus être et ne peut plus être. Et vous ne devez pas la penser comme dépendant de la position que vous occupez. Sur quoi est-elle fondée? Alors je pense qu'il n'y a qu'une seule chose sur quoi elle peut être fondée, c'est sur la compétence. L'autorité d'un directeur d'établissement, en quelque sorte, repose et dépend de sa compétence de chef d'établissement, de sa compétence de dirigeant. Et dans un établissement scolaire, évidemment, votre compétence de dirigeant, ce n'est pas une compétence de professeur. Lorsque je faisais de la formation aux professeurs qui devenaient inspecteurs, il y a une trentaine d'années, 25 ans, c'était affolant de voir que la plupart des inspecteurs, en tout cas du second degré, qui avaient été reçus au concours et qui avaient donc été reçus et qui avaient donc été, qui étaient toujours et qui seraient restés s'ils y étaient restés des professeurs brillants, les inspecteurs pensaient, pour une grande part d'entre eux, leur métier d'inspecteur comme un métier de super professeur et qu'ils allaient, en quelque sorte, comme inspecteurs, défendre leur discipline. Par exemple, je deviens inspecteur de mathématiques, je vais défendre la discipline, je vais être le chef naturel des professeurs de mathématiques, etc. Ils ne comprenaient pas que la compétence d'inspecteur à laquelle ils allaient accéder, ils étaient en train d'accéder, cette compétence était autre que celle de professeur. Et que, je pense, pour un directeur d'établissement, c'est la même chose. La compétence du directeur ne peut pas, vous ne pouvez pas, il ne faut pas souhaiter et il ne faut pas regretter de ne pas être aussi compétent que les professeurs. Vous êtes directeur et vous avez devant vous des professeurs qui sont plus compétents que vous dans leur discipline et peut-être dans leur pratique pédagogique, dans ce qui est spécifiquement leur métier. C'est ça qui est d'ailleurs assez difficile quand on est dirigeant, c'est qu'il faut diriger des gens qui, sous leurs compétences et dans leurs fonctions propres, sont plus compétents que vous et à qui néanmoins il faut faire accéder à une idée de votre compétence à vous, de telle sorte que votre autorité soit bâtie là-dessus. Et quelle est la compétence du directeur? Eh bien, je pense que la compétence du directeur, c'est précisément d'organiser son établissement pour que la vision qu'il a et qu'il a su faire partager devienne chose concrète. Je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, que votre compétence, si on avait à l'appeler, c'est ce que j'ai écrit dans le texte, je pense qu'il faut, en quelque sorte, moi je l'appellerais, vous êtes des spécialistes de l'organisation de l'acte éducatif en faveur de la réussite de tous les élèves. Je veux dire, contrairement à ce que pense une partie des professeurs, un établissement n'est pas une collection de professions libérales. Un établissement scolaire, c'est une chose que vous dirigez, qui est organisée, que vous organisez, et en somme, l'action des professeurs, et plus généralement des adultes qui sont sous votre autorité, cette action prend place dans l'organisation que vous avez créée. Et contrairement à ce qu'on dit aussi souvent, je considère personnellement, je ne suis pas sûr que la situation soit optimale. C'est un sujet dont nous pourrions discuter. Mais je considère que l'idée que le chef d'établissement n'a pas de pouvoir
sur ses enseignants, sur l'organisation de son établissement, etc., est une idée qui est tout à fait erronée. Tout à fait erronée. Je pense que vous avez 3 cordes capitales qui, en quelque sorte, peuvent traduire cette compétence de spécialiste dans l'organisation de votre établissement en faveur de la réussite de tous les élèves, sans pour autant que ça soit de la pédagogie, des mathématiques ou du français ou de l'histoire. Vous avez 3 cordes capitales. Vous avez la corde emploi du temps, vous avez la corde constitution des classes et vous avez la corde constitution des équipes pédagogiques. Et je pense, bien entendu, qu'un établissement, c'est une petite sociologie. Par conséquent, ce n'est pas parce que je dis que vous avez cette compétence-là que vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez sur ces 3 dimensions. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous n'êtes pas libre de faire tout ce que vous voulez sur ces 3 dimensions, ou tout ce à quoi vous avez réfléchi, ou tout ce que vous aspirez de faire. Puisqu'évidemment, vous êtes en face soit d'élèves, soit de parents d'élèves, soit de professeurs qui, éventuellement, comment dirais-je, s'opposeront à telle ou telle envie que vous avez de faire, ou à telle ou telle organisation de l'emploi du temps, ou à telle ou telle organisation des classes, etc. Par conséquent, il y aura un équilibre dans votre établissement sur ces 3 dimensions et sur d'autres, mais sur ces 3-là, dans lesquels vous avez la main de direction, et qui vont structurer l'établissement au service de la réussite de tous les élèves. Cet équilibre, c'est un équilibre, en quelque sorte, qui dépend de tout le monde, et qui résulte aussi de votre capacité, à vous, de convaincre les équipes pédagogiques, de convaincre les élèves et leurs parents, de convaincre l'ensemble des gens que ce que vous proposez en matière d'emploi du temps, en matière de constitution des classes et en matière de constitution des équipes pédagogiques, c'est ce qui est le mieux pour favoriser la réussite de tous. Et de ce point de vue, il me semble, mais c'est un point sur lequel on pourra discuter éventuellement, il me semble qu'il y a dans tous les établissements scolaires de notre pays beaucoup à redire. Ni les emplois du temps, ni la constitution des classes, ni la constitution des équipes pédagogiques ne sont certainement suffisamment orientés vers la réussite de tous les élèves. Deuxième mot fondamental, c'est un mot, je crois, qui est assez galvaudé, mais qu'il faut reprendre sérieusement, c'est le mot confiance. Je pense que nous vivons, enfin, comment dire, la question de la confiance est une question qui, lorsque j'avais fait le rapport de la commission que j'ai présidée il y a 10-15 ans sur la réforme de l'école, c'était le mot principal de la conclusion de notre rapport. Il faut faire confiance dans le système éducatif aux différentes personnes de ce système. Il faut faire confiance aux élèves, il faut faire confiance aux professeurs, etc. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas, en quelque sorte, avoir une posture a priori de retenue ou de défiance. Il faut au contraire libérer les initiatives en faisant confiance que les gens sauront les prendre, qu'ils sauront prendre les bonnes. Il faut que vous créez le cadre de cela. Justement, vous créez l'emploi du temps, vous créez les classes, vous créez les équipes pédagogiques, vous créez éventuellement d'autres éléments du cadre organisationnel de l'établissement. Mais dans ce cadre, la confiance doit régner, c'est-à-dire qu'il faut que vous suscitiez les initiatives des personnes, les inventions des personnes. Le mode de direction doit être un mode qui ne peut plus, qui ne doit pas être impératif, qui ne doit pas être à dire on applique des consignes. On se situe dans un cadre que vous avez suggéré, que vous avez fait accepter, je viendrai avec mon 3e mot dans un moment sur cette acceptation, qui est un cadre général d'organisation orienté vers ce qui est votre responsabilité, c'est-à-dire la réussite de tous les élèves. Et dans ce cadre, c'est la confiance et l'initiative des personnes qui doit prévaloir. Alors ça, c'est évidemment une chose extrêmement importante et difficile, parce que, qui dit faire confiance, dit qu'après coup, on évalue. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aveuglément. Qui dit faire confiance dit qu'il faut mettre en place des procédures d'évaluation et faire accepter l'idée même d'évaluation, qui n'est pas évidemment ni un jugement, ni une sanction, ni même un jugement moral sur telle ou telle expérimentation du professeur, mais qui est en quelque sorte une démarche normale, qui est la contrepartie de la confiance et de l'appel aux initiatives que vous faites. Il faut aussi penser que la confiance en question ne veut pas dire, et ça malheureusement dans notre pays, mais je voudrais que dans votre établissement il n'en soit pas le cas, mais dans notre pays c'est un peu ça, il ne faut pas penser la confiance comme étant je vous laisse tout seul, démerdez-vous. Hein, c'est-à-dire comme je vous fais confiance, je vous laisse faire.
Non, la confiance n'exclut pas le soutien. Ça, c'est très important. Et en particulier, le soutien à des professeurs qui seraient en difficulté, à des professeurs qui auraient du mal, etc. Le soutien n'est pas antinomique de la confiance. Tout au contraire, c'est en faisant preuve du soutien quand c'est nécessaire à l'endroit de telle ou telle équipe pédagogique qu'évidemment on comprend que la confiance est une chose qui n'est pas en quelque sorte du laisser-aller ou qui n'est pas... Bon, je crois personnellement, mais c'est un point général, je crois que les questions éducatives ne peuvent aujourd'hui dans notre pays ne se traiter vraiment qu'au niveau de l'établissement scolaire, c'est-à-dire que c'est vraiment l'établissement scolaire, c'est-à-dire vous avec vos équipes, notamment les équipes d'enseignants, qui pouvaient faire en sorte que l'école réussisse ou ne réussisse pas, mais quand au niveau central, quand un ministre, quand un directeur, quand une administration centrale dit ça, le risque est évidemment très élevé qu'on comprenne démerdez-vous. Et donc, en quelque sorte, déléguer aux établissements la responsabilité, en leur faisant confiance, de créer les formes par quoi la réussite des élèves sera maximale, cette délégation va de pair avec la construction d'un certain soutien et de certains outils permettant à cette délégation d'être réaliste et d'être efficace. Vous comprenez ? Si la confiance consiste à dire c'est à vous que je donne la responsabilité de faire réussir tous les élèves et ensuite je m'en lave les mains, alors évidemment c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Le troisième mot fondamental, c'est le mot participation. Je pense que c'est vrai dans toutes les organisations, mais je pense que c'est surtout vrai dans l'organisation qui s'occupe de faire progresser des êtres humains. Je pense qu'il faut que les gens, les professeurs, les adultes avec qui vous travaillez, je pense aussi les élèves d'une certaine façon, participent avant la décision, participent au sens où soient à même de dire leur avis sur l'organisation, sur les façons, en quelque sorte, de concrétiser l'ambition que chacun s'est donnée collectivement, de telle sorte, si vous voulez, à prendre au sérieux l'idée que chacun peut avoir quelque chose à dire. La compétence de faire progresser les élèves, c'est quand même beaucoup dans les classes qu'elle est, encore plus qu'à votre niveau. Et par conséquent, cette compétence, c'est les professeurs qui devraient l'avoir, ou qui l'ont en partie, et à qui, en somme, précisément parce que vous leur faites confiance, à qui, en somme, vous leur demandez de bâtir dessus. Et donc, il faut arriver à faire s'exprimer les personnes, à les faire participer sur les modalités optimales d'organisation qu'ils souhaitent ou qu'ils pensent les plus intéressantes. Il faut arriver, si vous voulez, aussi pour les élèves, à les faire s'exprimer sur la bonne façon qu'ils ont de progresser. C'est une chose qui est hors de toute démagogie, mais quand vous avez des élèves que vous voulez faire progresser, que vous voulez faire réussir, vous ne pouvez pas penser les faire réussir sans eux. Ça va de soi à un niveau élémentaire, c'est-à-dire il est tout à fait hors de question de faire réussir un élève sans qu'il travaille. Par conséquent, les conditions du travail scolaire, la légitimité du travail scolaire, tout ça doit être correctement développé dans votre établissement. Y compris d'ailleurs l'idée qu'il y a un plaisir à travailler et on ne fait pas que travailler, il y a un plaisir d'apprendre, etc. Il y a une articulation du plaisir et du travail. Mais que ça soit du plaisir ou du travail et que cette articulation soit diverse d'un établissement à l'autre, ce qui est essentiel, c'est que tant le plaisir que le travail représentent des participations de l'élève à sa propre réussite. C'est pourquoi, dans le domaine éducatif, on ne peut pas faire comme dans le domaine de la bagnole. La voiture, pour être sûr qu'une voiture à la sortie des usines Renault est correcte, il suffit d'évaluer le processus de fabrication. Pour un élève, il ne suffit pas d'évaluer le processus de fabrication, c'est-à-dire pour un élève, il ne suffit pas d'évaluer la qualité des professeurs pour savoir si l'élève a progressé ou est devenu un bon élève, a eu de bons résultats. Je pense dans l'établissement et hors de l'établissement, pour la société française dans son ensemble, je pense qu'on ne peut pas se contenter du dialogue avec les organisations syndicales. Je pense qu'on est entré dans un monde où, en plus et à côté du dialogue avec les organisations syndicales, l'organisation d'une certaine participation directe des personnes
autour de vous et avec vous, doit en somme faire l'objet d'une certaine attention de votre part, attention de la part du dirigeant. Alors, autorité, confiance, participation, c'est des mots un peu généraux. Il me semble qu'il faut s'efforcer, et la discussion pourra les préciser. La fin de mon avant-propos, c'était je m'étais obligé moi-même à essayer d'être un peu plus concret pour terminer. Et je vous livre cela en quelques minutes. Un point très important que je trouve bien souvent dans ce que j'ai vu est pas bien clair et pas bien délimité, c'est qu'il faut que vous ayez dans l'esprit et surtout fassiez comprendre à votre entourage qu'il y a vraiment deux temps distincts. Il y a le premier temps qui est le temps de la discussion, de la participation, de l'expression de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on devrait faire, de la façon de s'organiser, de ceci, de cela. L'expression, si vous voulez, l'expression est libre. Vous l'organisez. Les organisations syndicales le font, les parents d'élèves le font, les professeurs qui le souhaitent, c'est un des sujets. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'exprimer. Il faut s'efforcer de faire s'exprimer les gens qui ne veulent pas s'exprimer. Mais vous avez tout un temps de la discussion, de la participation, de l'élaboration de choix possibles. Et puis vous avez un deuxième temps qui est le temps de la décision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger ces deux temps. Je crois que dans le premier temps, chacun s'exprime et il faut que vous créiez les conditions d'une expression tout à fait libre de la question. Mais dans le second temps, la décision, c'est à vous de la prendre ou à l'équipe dirigeante de la prendre, compte tenu de tout ce qui aura été dit dans le premier temps. Et évidemment, cette décision, il faut ensuite qu'elle soit applicable et appliquée. Alors, ça a deux conséquences assez importantes qui sont assez difficiles à réaliser, mais sur lesquelles j'attire votre attention. C'est que si vous avez une façon de diriger qui sépare bien ces deux moments, eh bien, la décision, pour qu'elle soit acceptée et qu'elle soit en quelque sorte comprise comme un résultat de la participation ouverte que vous aviez en première phase organisée, il faut que vous sachiez respecter deux conditions à cette décision que vous prenez, me semble-t-il. Un, elle est réversible, cette décision, si une évaluation montre qu'elle n'est pas ce que vous croyez qu'elle serait. Autrement dit, vous prenez une décision et tout le monde s'efforce de l'appliquer dans l'organisation, mais ça n'est pas une décision de droit divin, ça n'est pas une décision irréversible. C'est une décision que vous-même annoncez comme étant susceptible d'être modifiée en fonction de l'évaluation des effets de cette décision que vous mettrez en place. Autrement dit, les gens sont assez sécurisés. La décision est prise, tout le monde s'y met avec plus ou moins de bonne volonté, mais pour autant, cette décision n'est pas nécessairement inscrite dans le marbre parce que ça dépend des effets qu'elle aura. Et ces effets-là, ça n'est pas tellement évident de savoir a priori quels ils seront. Et donc, une certaine évaluation pourra être intéressante. Par exemple, sur un emploi du temps, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que, naturellement, on ne va pas changer des emplois du temps dans l'année, mais une décision sur un emploi du temps peut parfaitement, au cours de l'année, s'être montrée inefficace, et par conséquent, l'année prochaine, l'année suivante, vous changez, etc. Ça, c'est la première condition. Vos décisions ne sont pas irréversibles. Et la deuxième, qui est une condition très difficile à réaliser, y compris dans notre démocratie, il faut faire attention aux droits de la minorité. Autrement dit, la décision est prise, elle est prise, et puis un certain nombre de gens n'étaient pas d'accord avec cette décision, ou un certain nombre de gens voient le président de la République qui n'est pas celui pour lequel ils avaient élu. Vous ne pouvez pas, ça c'est une chose que Tocqueville avait dit dans son œuvre et qui m'avait, il y a une vingtaine d'années, beaucoup choqué, mais qui est profondément vrai. C'est-à-dire, il ne faut pas que la démocratie ou la décision que vous prenez se traduise par une dictature de votre décision, une dictature de la majorité. Il faut que vous sachiez, en même temps que vous prenez la décision et que vous entendez la faire respecter dans l'établissement, il faut que vous sachiez faire droit à ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette décision. Il faut les convaincre, il faut les aider à l'appliquer, les aider à l'expliquer. Il faut peut-être trouver des modalités spécifiques pour telle ou telle situation particulière de professeurs qui, pour des raisons véritables, étaient contre cette décision, etc. Il y a un problème d'attention à la minorité, d'attention aux gens qui n'étaient pas dans le grand courant de la décision qui est prise, qu'il faut que vous fassiez faire valoir. Deuxième idée,
je pense qu'il faut que vous fassiez preuve d'adresse. Je ne sais pas si dans l'ECM, on vous explique, on vous enseigne, on vous forme à être adroit. Mais quand on dirige, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il ne suffit pas même d'avoir du caractère, c'est-à-dire d'avoir la ténacité d'appliquer les bonnes idées qu'on a. Il ne suffit pas de faire participer, il ne suffit pas de faire confiance. Il faut quand même être assez adroit. Le ministre François Fillon, quand je présidais la commission de réforme de l'école et qu'il est arrivé là-dessus, qu'il ne voulait pas de cette commission, et d'ailleurs il ne voulait pas non plus que je la préside, me dit j'ai vu que dans un article de journal à propos de la réforme de retraite que le ministre François Fillon avait conduite avant d'être ministre de l'Éducation, je vous parle de l'année 2002-2003, le ministre avait dit, j'ai vu dans un journal qu'en réfléchissant et en commentant la réforme de retraite à laquelle j'ai procédé, vous aviez dit que j'étais habile. Alors j'ai dit, monsieur le ministre, je n'ai pas dit que vous étiez habile, j'ai dit que vous étiez adroit. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire, la question n'est pas d'être filou. La question n'est pas de faire des choses par derrière. La question n'est pas d'être malin au mauvais sens du terme. Mais la question est quand même que diriger une organisation complexe requiert quand même une certaine adresse, un certain savoir-faire, que d'ailleurs on devrait, je pense, enseigner, y compris sur des cas, etc. Parce que, par exemple, il ne faut pas dire tout uniment d'un seul coup. Il faut développer les choses progressivement. Il faut savoir précisément, écouter et faire attention aux minorités. Il faut choisir le moment où on annonce un certain nombre de choses. Il faut, etc. Bref, je pense que dans une démocratie, et dans une démocratie médiatique, et dans une démocratie où les gens sont éduqués et formés, et où tous les soirs à la télévision, on les prend pour des gens adultes, eh bien, il faut que dans l'établissement scolaire aussi, on fasse attention à la façon dont on est en relation avec les personnes, et donc il faut faire preuve d'adresse. Il faut être assez astucieux. Troisième point qui est important, à mon avis, très important, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et en particulier, faire ce qu'on dit. Dire ce qu'on fait, il y a peut-être des choses qu'il faut faire sans trop les dire. Dans une démocratie, il y a même des choses qui ne sont faisables que si on ne les dit pas trop. Mais faire ce qu'on dit, ça oui. Et par conséquent, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et en particulier, il ne faut pas dire de belles promesses qu'on ne saura pas tenir. Il ne faut pas, ça vaut aussi pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il faut avoir un système, si vous voulez, un système d'annonce que vous appliquerez si l'occasion s'en présente. Il faut faire ce qu'on a dit. Ça vaut par exemple en matière d'émulation ou de sanctions. Il ne faut pas annoncer des sanctions qui soient absolument disproportionnées parce que vous ne les appliquerez pas. Il ne faut pas, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, précisément parce qu'on peut être amené à le faire. Et il faut vraiment faire ce qu'on dit. Ça, c'est un point qui est vraiment, je crois, décisif quand on dirige. Si jamais on ne fait pas ce qu'on dit, et d'ailleurs si on ne dit pas ce qu'on fait, surtout si on ne fait pas ce qu'on dit, il me semble que le directeur est discrédité. Point 4, qui est un point élémentaire, mais que je rappelle toujours et que je refais une nouvelle fois. Excusez-moi Nathalie, ça fait plusieurs fois, je pense que vous l'entendez, et qui était une espèce de côté presque moral. Le directeur doit être exemplaire. Exemplaire dans sa vie professionnelle. Le directeur doit être ponctuel, le directeur doit savoir écouter, le directeur doit faire attention à ce qu'on lui dit, le directeur doit être capable de bien retracer synthétiquement ce qu'on lui a fait. Il doit avoir un comportement professionnel exemplaire. Non seulement il ne doit pas montrer le mauvais exemple, évidemment, mais il doit montrer le bon. Et ça, c'est évidemment un point important, difficile. Mais je vous en prie, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la possibilité de diriger dans la société où nous sommes. Dès qu'on ne comprendra pas un ou l'autre de votre comportement et qu'on l'affectera d'un signe négatif, vous perdrez en crédibilité, vous perdrez en capacité, vous perdrez en autorité pour diriger. On peut avoir des comportements différents des autres. Et c'est vrai pour les parents. Les parents peuvent avoir des comportements différents de leurs enfants dès lors qu'ils savent l'expliquer. Je ne veux pas que tu boives de vin et j'en bois parce que. Par conséquent, on peut avoir des comportements différents si on sait les expliquer. Mais il ne faut pas
en quelque sorte, avoir des comportements qui, faute d'explication, seraient jugés non exemplaires, seraient jugés mauvais. Enfin, et ça c'est plutôt spécifique à l'établissement scolaire, je pense qu'il y a un réel problème, ce n'est pas le problème, mais il y a une réelle occasion de mettre en pratique un certain nombre de choses, c'est la question des règlements intérieurs. Je pense en particulier que dans les règlements intérieurs des établissements, c'est-à-dire ce qui, en quelque sorte... L'établissement scolaire n'est pas une démocratie. N'est pas une démocratie. Les élèves ne sont pas des citoyens. Les élèves sont des élèves. Et par conséquent, le règlement intérieur est quelque chose qui organise la vie de la collectivité. Je pense que le mode d'élaboration du règlement intérieur doit précisément être l'occasion d'appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la participation, la confiance et en même temps la capacité de diriger, de décider. C'est-à-dire après la phase de discussion et de participation, après, vous devez décider d'un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur, je pense personnellement qu'il ne faut pas qu'il ne concerne que les élèves. Je pense qu'il faut qu'il concerne aussi les professeurs et les adultes dans l'établissement. Il faut aussi que vous fassiez en sorte qu'il n'y ait pas que vous qui soyez exemplaires, mais que l'ensemble des établissements, des adultes qui participent à l'éducation des jeunes gens le soient exemplaires. Et je pense que ça vaut aussi pour les parents, bien entendu. Mais ça, j'imagine que j'enfonce des portes ouvertes, c'est-à-dire que non seulement les parents doivent être avertis du règlement intérieur, mais à certains égards, si vous vous lancez dans un nouveau règlement intérieur, parce que le précédent que vous avez serait un peu vieillot et qui mériterait d'être un peu remis à jour, eh bien, il me semble que être capable, au nom de la participation, de faire participer un certain nombre de parents, et pas simplement les associations de parents d'élèves, mais un certain nombre de parents de base, à l'élaboration du règlement intérieur, ça me paraît intéressant. Je m'arrête là, je ne sais pas combien j'ai parlé, mais probablement trop longtemps comme d'habitude. En tout cas, vous voyez, c'est-à-dire que l'espèce d'exigence aujourd'hui de diriger autrement qu'on dirigeait rend le métier, je crois, fascinant. Et j'imagine que c'est pour ça que vous l'avez choisi, mais à vrai dire assez difficile et exigeant. Et par conséquent, nous pouvons discuter de ces points ou d'autres. Je suis trop vieux maintenant, mais je ne suis pas sûr que j'aimerais diriger un établissement. Non, je ne suis pas sûr, parce que je crois que c'est difficile. Mais en même temps, c'est grâce à votre action de dirigeant, et pas simplement à la collection des professeurs, pas simplement à la collection des classes, mais grâce à l'établissement structuré que la réussite de tous les élèves peut être au bout de votre action ou pas. La discussion est ouverte. Merci. Pour aider à la discussion, en fait, c'est enregistré, il y a une vidéo. Et donc, ce qu'on vous propose, et ce qui vient de m'être demandé, c'est que vous preniez le micro quand vous voulez intervenir et vous vous levez si vous n'avez pas peur d'être filmé dans votre intervention. Et ensuite, comme ça profite au débat. Bon, je pense que Claude, sur une partie, a essayé de vous donner un certain nombre d'idées autour de l'autorité que vous recherchez pour diriger. Je crois qu'il y avait un peu ça derrière les propos. Et puis il y a un autre mot que j'ai beaucoup entendu et qu'on retrouve dans d'autres domaines. Finalement, diriger, c'est décider. Ça pourrait être un autre débat. Donc, qui va intervenir ? Ah. À vous. Oui, monsieur. Dites d'où vous venez. Je vous en prie. Chacogny, Orléans, chef d'établissement Assomption. Vous nous dites dans une affirmation, j'y suis, faut faire preuve d'autorité. Oui. Mais comment faire preuve d'autorité puisque c'est quelque chose qu'on nous reconnaît, c'est pas quelque chose qu'on décrète. Oui. Mais vous avez raison. Il faut que je n'ai peut-être pas été assez clair. On vous reconnaît l'autorité à degré de la compétence que vous avez. Et c'est pour ça que j'ai dit, quelle compétence avez-vous ? Et il n'y a que vous qui l'avez, et en tout cas, il n'y a que vous qui devez l'avoir, et il faut tout faire, à la fois par la formation qu'on vous donne et par votre propre réflexion pour l'obtenir, cette compétence. Quelle est la compétence ? C'est votre compétence propre, c'est l'organisation d'un établissement en faveur de la réussite de tous les élèves. Cette compétence, personne d'autre ne l'a. Et en effet, il faut que vous l'ayez suffisamment clairement pour qu'on vous la reconnaisse et que du coup, ça puisse entraîner une autorité que vous ayez. Et ça veut dire que les leviers que vous avez, et dont j'ai cité 3 d'entre eux, mais il y en a d'autres, les leviers que vous avez,
sont des leviers qui potentiellement sont beaucoup plus féconds qu'on ne croit et qui assez souvent, je ne dis pas ça pour vous naturellement, ni même pour la collectivité qui est ici, mais assez souvent sont sous-utilisés. La réussite de tous les élèves, ça suppose une certaine forme d'organisation de l'établissement. Ça suppose par exemple de ne pas mettre les bons professeurs aux bons élèves. Ça suppose donc de savoir ce qu'est un bon professeur dans son établissement et si possible de le mettre aux mauvais élèves. Ça suppose aussi d'établir des classes où il y a à la fois des bons et des mauvais, etc. Je suis schématique et à vrai dire caricatural. Mais je donne des exemples pour faire sentir ce que c'est. Votre compétence, c'est d'organiser l'enseignement au cours de l'année, l'éducation au cours de l'année, de telle sorte que tout le monde réussisse. Que tout le monde réussisse vraiment, c'est-à-dire que tout le monde progresse. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire et qui devez le faire. Et il n'y a que vous qui devez montrer que vous l'avez. Vous voyez ? Et alors, si vous l'avez, si on comprend que vous l'avez, là vous avez raison, l'autorité vous sera alors automatiquement décernée. C'est ça qu'il faut viser, à avoir cette compétence et à montrer que vous l'avez, et à le montrer concrètement. C'est-à-dire, effectivement, dans votre établissement, tous les élèves progressent plus grâce à ce que vous y faites comme organisation. Vous voyez ? Dès lors que l'autorité n'est plus liée à la fonction ou à la position, mais est liée à la compétence que vous devez acquérir et que vous devez montrer, évidemment, c'est plus exigeant pour vous. Ça, c'est clair. Mais c'est parfaitement atteignable et en un certain sens, c'est ça qui permet à notre système éducatif, me semble-t-il, d'envisager de faire progresser tous les élèves. C'est-à-dire que quand moi j'étais lycéen, le proviseur, c'était un homme qui n'avait absolument aucune compétence à avoir de particulier. Et d'ailleurs, il n'était pas compétent du tout. Il avait de l'autorité parce qu'il était proviseur. Point. Ça, c'est un monde qui est fini. Et donc, il faut reconstruire l'autorité que vous devez avoir sur votre compétence. Et votre compétence, et j'imagine que Nathalie fait tout pour ça, c'est en effet que vous sachiez organiser un établissement scolaire en direction de la réussite de tous, c'est-à-dire du progrès de tous, d'année en année. Et je ne crois pas que ça soit de la théorie, c'est-à-dire il y a des choses, comment dirais-je, faisables sur ces... Encore une fois, bon, j'arrête ma réponse. Votre direction oblique me fait penser à l'entreprise libérée, dont on parle beaucoup en ce moment, ce système de coopération, de partage de responsabilité. Pensez-vous que ce système d'entreprise libérée puisse être transposable à un établissement scolaire ? Oh, je me méfie toujours de toute transposition de l'entreprise vers l'établissement scolaire. L'éducation n'est pas une activité marchande et les établissements ne sont pas des entreprises. Et d'ailleurs, c'est aussi pourquoi je n'aime pas beaucoup, par exemple, le vocable de ressources humaines. Je sais bien que l'éducation, et à juste titre, est une organisation de main-d'œuvre. Donc là, je prends exprès un terme de l'entreprise. Parce qu'effectivement, un système éducatif, dans notre pays, par exemple, dans d'autres, ce serait peut-être pas tout à fait pareil, mais dans notre pays, il n'y a pas de doute, le système éducatif est de bonne ou de mauvaise qualité en fonction de la qualité des personnes qui y travaillent. Ni plus ni moins. Et ce n'est pas parce que les collectivités locales vont donner ou pas donner, vont donner beaucoup ou pas donner beaucoup, par exemple, de matériel, etc., que ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental dans la qualité de notre système éducatif, c'est la qualité des personnes qui produisent l'acte éducatif. Et pour autant, je ne crois pas qu'il faille parler de ressources humaines parce que je trouve que c'est un concept qui est trop issu de l'entreprise. Et donc, je parle, par exemple, de ressources éducatives, bon, qu'importe. Et donc, dans l'ensemble, je ne crois pas qu'il faille trop décalquer ce qui se passe dans l'entreprise. En revanche, ce que je pense et que j'ai dit tout au début et que votre question m'amène à préciser, c'est qu'il y a des façons de faire qui peuvent être communes. Ce que j'ai dit, avoir de l'autorité, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions et que ces décisions soient comprises et respectées. Que ces décisions aient une partie qui explicitement fait confiance aux personnes, une confiance pas aveugle, mais une confiance réelle. Et que ces décisions résultent et suivent une participation générale des personnes elles-mêmes et pas que leurs organisations, c'est des principes que je crois nous pouvons retrouver dans l'entreprise. Mais qui s'appliquent différemment dans l'établissement, puisque précisément, dès qu'on quitte le grand niveau des principes, qu'est-ce que ça veut dire d'être un spécialiste de la réussite de tous les élèves? Ça veut dire organiser un bon emploi, un emploi du temps
orienter vers cela, ça veut dire créer des équipes pédagogiques orientées vers cela, ça veut dire créer des classes orientées vers cela. Tout ça, c'est spécifique à l'établissement scolaire. Et c'est ça qui compte. Ce n'est pas tellement le propos général. Le propos général est une sorte de chapeau, mais après, ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment. Et ce qu'on fait vraiment dans un établissement scolaire, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on fait dans une entreprise. Alors, Elisabeth Petit, chef d'établissement, Collège Saint-Joseph, Nord de Sèvres. Nord de Sèvres, dans le Poitou-Charentes. Oui. Les Deux-Sèvres. Oui, les Deux-Sèvres. Bon. Donc, à un moment donné, vous avez dit... J'ai dit ça? Non. Vous avez dit qu'il fallait aider la minorité à accepter et appliquer une décision qui a été prise de manière collégiale, collective. Donc, comment on aide la minorité à accepter et à appliquer la décision? Vous avez raison. D'abord, il faut... Avant de dire comment on fait, réfléchissez à ça, au principe. Il faut que je fasse attention à la minorité. Réfléchissez à ça, parce que ce n'est pas tellement spontané. On pourrait croire que la majorité suffit à emporter la décision et sa légitimité. On a longtemps cru ça dans une démocratie. Et on pourrait croire que ça suffit dans un établissement scolaire. J'attire votre attention, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que ça suffise. Il faut précisément prendre au sérieux la question de la minorité, même si la plupart du temps, les minoritaires sont très agaçants. Et donc, je pense que c'est nouveau, ça, si vous voulez. C'est nouveau et c'est pour ça que c'est difficile. Alors, faire attention à la minorité renforcera la légitimité de la décision plus ou moins fondée sur la majorité. Ça, c'est un premier point. C'est un point qui est assez important. C'est-à-dire cette décision de la majorité, vous dites elle s'applique à tout le monde. Elle s'applique à tout le monde le temps qu'on voit collectivement si elle a les effets qu'on pensait qu'elle aurait. C'est la question de l'évaluation, c'était ma première condition. Vos décisions ne sont pas irréversibles. Et vous le dites à la minorité et à la majorité. Il ne faut pas que ça crée du trouble dans l'établissement, qu'une espèce de mouvement brownien perpétuel. Mais il faut simplement dire, les choses ne sont pas inscrites au ciel. Nous pensions que ce serait une bonne décision en faveur du progrès des élèves. Alors, il faut y regarder, et si dans 1 an, 18 mois, ça n'est pas le cas, 2 ans, on changera de décision. Ça sans déstabiliser l'établissement, ça peut faire droit déjà, enfin ça peut rendre un peu plus confortable la minorité déjà. Bon. Deuxièmement, je pense personnellement qu'il faut comprendre, et il faut montrer qu'on essaye de comprendre, pourquoi la minorité était la minorité, ou plus exactement pourquoi il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qui apparaît comme étant la majorité et qui, en gros, globalement, avaient donné l'impression de s'imposer dans l'établissement. Et cette compréhension, d'une part, ça montre de votre point de vue à vous, directeur, ça montre en quelque sorte une attention à tout le monde. C'est-à-dire, si vous voulez, la décision est prise à la majorité, mais l'attention que vous avez doit être une attention, vous, à tout le monde. Faire réussir tous les élèves, c'est le mot d'ordre, mais ça veut dire aussi faire en sorte que tous les enseignants y contribuent à cette réussite de tous les élèves, même les enseignants minoritaires, même les types qui ne veulent pas participer, les types qui font leurs horaires points, les types qui sont insupportables, les types qui ceci, les types qui cela. Bon. Et donc, il faut vraiment que vous montriez que vous êtes attaché à vous occuper de tout le monde. Et quand on s'occupe des gens qui étaient contre une décision qui paraissait s'imposer, assez souvent, on se rend compte qu'il y avait quelques raisons plus ou moins judicieuses, plus ou moins justifiées, qui expliquent leur position. Et donc, vous pouvez éventuellement, pour faire droit à la minorité, de façon transitoire, à ce qui n'applique pas exactement la décision de la majorité, ou est-ce qu'il l'applique avec quelques bémols, ou à faire une phase de... Pendant une année, un certain nombre de gens iront vers la décision, mais ne l'appliqueront pas immédiatement, etc. Autrement dit, il faut créer, quand la décision est prise, pour l'appliquer, des conditions de transition, des conditions d'application, d'applicabilité, qui soient adaptées à la vie et à l'exigence et éventuellement à la position intellectuelle, voire idéologique, des professeurs qui ne sont pas dans la majorité. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse. Je veux dire, vous avez décidé, vous vous êtes appuyé sur la majorité, bon, et il y a des fois... Bon. Mais il faut essayer, en quelque sorte, de convaincre la minorité par des modalités progressive et transitoire d'application de la décision, de convaincre la minorité qui n'était pas d'accord avec vous que c'est une solution, au moins qu'ils puissent eux-mêmes
appliquée partiellement, y compris puisqu'on se réunira tous ensemble au moment de l'évaluation de cette décision. Vous voyez? Bon. Alors, en même temps, je ne veux pas faire un tableau irénique de la situation. Il y aura des gens qui n'appliqueront pas cette décision, je le sais, bien entendu. Bon, ben écoutez, le monde est ainsi fait. Vous n'avez pas... il y a des gens qui n'appliquent pas les décisions qui sont prises à la majorité dans un établissement scolaire, et c'est des gens sur lesquels, soit on n'a pas d'impact et donc la vie continue, soit au bout d'un moment, mais plus longtemps qu'on ne voudrait, ils seront convaincus, ils reviendront, etc. Si vous voulez, il ne faut pas l'accepter dans son principe. La décision est prise, tout le monde l'applique. Tout le monde doit appliquer cette décision. Mais en même temps, de facto, il y a des gens qui ne l'appliqueront pas. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, je disais tout à l'heure que l'éducation, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas non plus l'armée. Mais pourquoi c'est plus important qu'avant? Ah, c'est plus important qu'avant parce qu'on ne sait pas comment véritablement éduquer et faire progresser les jeunes gens comme on le croyait le savoir avant. C'est devenu plus compliqué d'éduquer la jeunesse. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça, c'est devenu vraiment compliqué. Et comme c'est devenu vraiment compliqué, d'une part, chacun peut avoir son idée, et pas simplement des gens qui parlent comme ça, des professionnels. Il y a quand même une règle qui est très très importante et à laquelle nous, Français, nous ne sommes pas très habitués, mais qui est nouvelle, c'est que c'est quand même celui qui fait, c'est-à-dire qui éduque le jeune homme ou la jeune fille, qui a le plus de chances de savoir comment il faut s'y prendre que celui qui est éloigné de cette action. Et par conséquent, comme c'est difficile, plus difficile qu'autrefois, et comme ça ne peut plus être l'application, si vous voulez, aveugle de circulaires ou de règles écrites ou orales, alors il faut faire droit à l'expression des gens qui sont précisément au plus près de l'acte éducatif, et il faut faire droit sur le plan intellectuel et politique dans l'établissement à ce qu'une variété de réponses puisse être apportée à ce problème central de l'éducation de la jeunesse. Et donc des gens peuvent tout à fait prétendre, et ça peut être difficile à vivre, mais que, en quelque sorte, les élèves qu'ils ont cette année, ou la situation qu'ils connaissent, ou ceci, plaident plutôt pour pratiquer telle façon d'éduquer la jeunesse plutôt que celle qui aura été décidée majoritairement, etc. Une certaine variété. C'est pour ça que je parlais du mot de confiance. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous pouvez aussi faire confiance à la minorité. Alors, il ne faut pas aller trop loin. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote qui, pour moi, est stupéfiante tout de même. C'est-à-dire un professeur d'anglais en collège, 55 ans, c'est peut-être d'ailleurs pas très raisonnable aujourd'hui, vu la jeunesse que nous avons, de continuer à garder des professeurs de 55 ans, mais enfin, on les a. Oui, moi je veux bien, mais j'ai dit et écrit depuis 15 ans qu'il fallait garder les professeurs, mais peut-être leur trouver à partir d'un certain âge une autre fonction que d'être professeur. Parce que le problème du professeur, tout de même, indépendamment de la rigolade, le problème du professeur, c'est quand même celui-là. C'est-à-dire, lui, il vieillit, que ses élèves, c'est toujours les mêmes en âge. Mais c'est beau être toujours les mêmes en âge, c'est pas les mêmes en jeunesse. Bon. Et donc, alors je reviens. Cette dame, professeure d'anglais, est inspectée dans le collège. Et l'inspection se passe mal. À l'arrivée, l'inspecteur dit « ça ne va pas du tout, vous n'enseignez pas correctement, etc. » La dame, le lendemain ou le surlendemain, va dans la salle des professeurs et dit à ses collègues d'anglais « vous vous rendez compte ce que m'a dit l'inspecteur? Il a critiqué ce que je faisais, alors que c'est la même chose que ce que je faisais il y a 30 ans et où j'avais été au contraire tout à fait applaudi. » Une personne comme ça, il faut soit que le collectif des professeurs d'anglais, soit que le chef d'établissement, soit que l'inspecteur qui reviendra, tout le monde s'y mette pour expliquer qu'on c'est pas parce qu'on faisait quelque chose, paraît-il, de bien il y a 30 ans qu'on doit le faire ne varietur et il serait resté aussi bien. Les élèves ont changé. Bon. Et ça, donc il y a des limites, si vous voulez. Mais il y a des limites dans le principe à accepter Encore une fois, les professeurs, contrairement à ce qu'une partie d'entre eux pensent, les professeurs ne sont pas une collection de professions libérales parfaitement autonomes dans leur classe.
ils sont dans un collectif qui s'appelle l'établissement, et d'ailleurs dans un système éducatif qui a des objectifs généraux, etc. Bon, c'est d'ailleurs, je me permets de le dire, des fonctionnaires, pour une partie d'entre eux. Et en tout cas des gens qui, quand ils ne sont pas fonctionnaires, ont passé un contrat qui est le contraire de ce que fait une profession libérale. Et donc, dans ce cas de cette dame, il me semble que j'aurais essayé, petit à petit, progressivement, de l'aider. Alors ça, c'est la dimension collective de l'acte pédagogique. C'est-à-dire qu'une des choses que vous devez mettre en place, et comme historiquement on ne l'a pas tellement fait, c'est difficile à faire, c'est essayer de créer une dimension collective aux pratiques pédagogiques. Essayer qu'elles circulent d'un professeur à l'autre, essayer que les nouveaux qui arrivent bénéficient de l'ancienneté des anciens, ou alors si une année je suis complètement crevé, ou mon mari est mort, ou il a disparu, donc je n'arrive plus à travailler, il faut aider le professeur, etc. Bon. Et donc je pense qu'à travers soit un conseil pédagogique, soit des formes un peu informelles, faire en sorte qu'il y ait une circulation des bonnes pratiques pédagogiques dans votre établissement est tout à fait capital. Et donc, petit à petit, on mordrait, avec une politique de cette nature, on mordrait sur l'absolue certitude de cette dame qui faisait la même chose sans changement depuis 30 ans. Il y a des choses qui ne doivent pas être tolérées. Je vous donne un autre exemple d'un collège et qui m'avait été donné quand je faisais un soir un exposé devant des directeurs comme vous. Un directeur prend la parole dans la discussion et m'explique une pratique pédagogique d'un de ses enseignants. C'est-à-dire, c'est la pratique suivante quant à l'évaluation que l'enseignant mettait en place. Nous sommes le mardi, le professeur dit « Mardi prochain, interrogation écrite sur tel ou tel sujet ». On arrive à mardi prochain, le professeur dit « Je vous avais dit qu'il y avait interrogation écrite, j'espère que vous avez révisé, etc. » Les élèves disent « Oui, on a révisé, etc. » Et le professeur dit « Puisque vous avez révisé, ce n'est pas la peine qu'on fasse l'interrogation écrite. » Donc ça, si vous voulez, ça, c'est de votre responsabilité de bannir ça et de trouver les moyens que ceci soit banni. Je donne des exemples, n'est-ce pas? Un peu caricaturaux, mais pour donner un peu le... Enfin, c'est un beau être caricatural, c'est des choses que j'ai entendues, pas vécues, mais que j'ai entendues, qui m'ont été dites. Mais quel complexe, pardon, quel complexe à supprimer, parce que ça nous permet de savoir si les élèves ont bien travaillé. Réflexion des profs, bien évidemment. Alors, un des points qui est très important, à mon avis, c'est de faire en sorte que votre collectif de professeurs acquiert une culture d'évaluation et de notation meilleure qu'ils n'ont. Je pense que c'est quand même paradoxal de dire ce que je vais dire, mais je crois que c'est vrai. Je pense que les professeurs français n'ont pas une culture d'évaluation de leurs élèves suffisante et suffisamment pensée, suffisamment organisée, suffisamment correcte. Et ni les formations initiales, ni les formations continues, à notre désespoir, depuis 20, 25, 30 ans, n'a réussi à la leur fournir. Et donc j'en suis à penser que, mais est-ce possible ? C'est à vous à y réfléchir et à me le dire. J'en suis à penser que c'est dans le cadre de l'établissement que peut-être, justement, par la circulation de pratiques pédagogiques, vous pourriez faire s'élever le niveau de compétences en matière d'évaluation éducative de vos professeurs. Parce que, si vous voulez, enfin bon, je m'arrête là, mais je pense que c'est une dimension que vous pourriez pas forcément faire vous-même, mais essayer d'introduire dans l'état. Parce que vous pourriez ça. Si l'objectif, ma vision de l'établissement, à moi en tant que directeur, c'est de faire réussir tous les élèves, je ne peux pas prétendre faire réussir tous les élèves si je n'ai pas une bonne politique évaluative dans mon établissement. Ça, je ne peux pas le prétendre. Et donc, il est de ma responsabilité, moi, directeur, non pas de le faire moi-même, mais de faire en sorte de faire faire par certains professeurs particulièrement compétents ou par des types qui ont un certain charisme ou par ceci ou par cela, de faire se développer au profit de l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire de l'ensemble des professeurs, faire se développer une politique d'évaluation des élèves. Donc l'évaluation par compétence est beaucoup plus pertinente que ça ? Peut-être, mais pas forcément. En tout cas, l'évaluation, par exemple, même si vous n'allez pas jusqu'aux compétences, c'est à réfléchir, mais même si, par exemple, je pense qu'il faut éviter ce que j'appelle les copies rougeoles, c'est-à-dire où la copie est revenue entièrement barbouillée de rouge parce qu'il y a plein de fautes, et donc là, c'est terminé, l'élève met ça à la poubelle. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir des évaluations typées.
critérié, c'est-à-dire, en somme, pour tel exercice, c'est telle compétence ou telle connaissance que j'évalue en laissant tomber les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne va pas forcément jusque l'évaluation de compétences, mais ça peut être des connaissances, mais plus sérieuses, et ça peut être surtout fondé sur le progrès des connaissances et pas sur le niveau des connaissances. Et éradiquer aussi le phénomène de la constante macabre sur lequel tous nos professeurs sont encore oui, je sais pas. Très, très fixés. Hein. Oui, je ne sais pas si ce monsieur et le succès de son livre sont aussi forts que ça, mais c'est vrai que nous avons une tendance à noter négativement. Je pense qu'un des enjeux, c'est d'essayer de noter positivement sans démagogie et sans abaisser de niveau. C'est-à-dire, mais ça, c'est un enjeu qui dépasse la question de l'évaluation, madame. C'est un enjeu qui est dans la pratique pédagogique elle-même. C'est-à-dire, il faut que la pratique pédagogique elle-même s'efforce de générer chez l'élève une capacité de progrès et que ça soit cette capacité de progrès qu'on évaluera plutôt que les défauts, manquements ou défaillances. Ceci qui est vrai est compliqué à mettre d'aplomb, mais je pense que c'est aussi de votre responsabilité de faire en sorte que ça soit mis d'aplomb dans votre établissement. Ça pose la question donc de la place de l'erreur dans l'enseignement. Oui. Je pense que l'erreur peut être... Enfin, il ne faut pas que l'erreur se reproduise trop ou qu'elle soit trop systématique. Il faut quand même que l'élève progresse. Mais je crois que l'erreur est un facteur de progrès. Mais à condition qu'on sache faire prendre conscience à l'élève de son erreur. Et c'est pour ça que les copies rougeoles ne le font pas, puisqu'on corrige tous azimuts. Il faut corriger de façon ciblée. Il faut évaluer de façon ciblée. C'est telle connaissance ou telle compétence. Il faut d'ailleurs prévenir. C'est pour ça que tout à l'heure, le professeur qui disait « vous avez révisé, donc je ne fais pas l'évaluation », c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut justement évaluer sur ce sur quoi on a annoncé qu'on évaluerait. Ça, c'est un des grands acquis des sciences de l'éducation. C'est qu'un enseignement qui est structuré par une évaluation explicite et annoncée portant sur les progrès des élèves, c'est un enseignement plus efficace. Ça, c'est certain. Et donc, si vous voulez favoriser un enseignement efficace dans votre établissement, ce qui me paraît de votre responsabilité, ça entraîne qu'il faut que vous ayez une politique d'acquisition de compétences évaluatives de vos professeurs. Je vais faire plaisir à Nathalie, parce qu'on l'a abordé à l'ECM l'année dernière, d'appliquer une démarche de sérendipité à l'évaluation. De quoi ? La sérendipité appliquée à l'évaluation. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des voyages de Sérendip. C'est un roman qui a été créé au XVIe siècle, et c'est l'ancien nom de Sri Lanka, de la Porte Dorée. Mais sauf que, si je résume, c'est la sérendipité, c'est je pars pour découvrir les Indes, c'est Christophe Colomb, je pars pour découvrir les Indes, et finalement j'arrive en Amérique. Donc, j'ai appliqué ce principe, vos propos me rassurent, parce que cette année j'ai remis en perspective mon équipe éducative par rapport à l'évaluation, pas pour leur dire vous évaluez mal, mais simplement pour les interroger et leur dire êtes-vous sûr que l'évaluation permet justement la réussite de tous nos élèves, va nous permettre de faire réussir nos élèves, ce qui n'est pas forcément une idée, je suis à Sainte-Thérèse dans le 16e, une idée bien ancrée dans l'esprit de mes enseignants. Oui. Et j'ai essayé moi-même d'appliquer, quand j'étais enseignant dans mon établissement précédent, ce principe aux évaluations que je faisais avec mes étudiants en BTS. C'est-à-dire que je partais vers un objectif d'évaluation très critérisé, avec des compétences bien particulières à évaluer. Et au final, ces compétences, je ne les trouvais pas, mais je trouvais d'autres compétences. Et j'étais confronté à cette problématique, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé ces compétences, donc je mets une mauvaise note finalement à cet étudiant. Finalement, j'ai trouvé des bonnes choses dans sa copie, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais envisagé au départ, mais finalement ça m'arrange parce que je vais lui mettre une bonne note et il va progresser. Voilà, donc c'est peut-être aussi une façon, alors c'est compliqué après de faire une évaluation
d'expliquer sa type d'évaluation à la fois à l'élève et à l'équipe pédagogique. Mais en tout cas, ça permet en permanence de mettre l'élève, le jeune, l'étudiant sur une perspective de progression. Et si j'ai bien compris, vous associez dans votre propos la réussite à la progression, et pas forcément à l'obtention d'une certification. Ce qui est important, c'est que le jeune progresse. Oui, oui, à condition qu'on comprenne, ce qui en tout cas est ma position, que cette progression n'est pas antinomique avec le fait d'être reçu, par exemple, au baccalauréat. Autrement dit, je n'oppose pas, et vous non plus, mais je le précise, je n'oppose pas progression des élèves et satisfaction aux étapes d'examen qui figurent dans notre système éducatif. Ça n'est pas exactement la même chose, je suis d'accord, et ça n'est du coup pas exactement aussi facile, suivant les années, d'appliquer ce que je dis, mais bon. À condition de dire ça, je suis de cet avis. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire en sorte que les élèves progressent. Mais il faut faire en sorte qu'ils progressent sur ce que vous jugez important. Et alors, naturellement, on peut juger important de favoriser une forme de créativité. C'est-à-dire, il y a une chose qui est très... Il y a une chose qui est... Je ne sais pas si... Je vais dire quelque chose qui peut-être n'était pas dans votre esprit, mais en vous écoutant, ça a rejailli dans le mien sous la... Lorsqu'un élève sait pourquoi il est dans votre établissement, et en particulier sait ce qu'il a envie de faire après vous, même s'il ne le fera pas, c'est gagné, c'est-à-dire il travaillera, etc. Autrement dit, les élèves ont besoin de points de mire, même si, en quelque sorte, ce point de mire n'est pas ce qu'il réalisera. Ils ont besoin de se fixer. Alors, Christophe Colomb se fixait sur l'Inde, et il est arrivé en Amérique. Alors, mais il avait l'Inde, c'est-à-dire il avait un point de mire. Et c'est ça qu'il faut, en quelque sorte, il faut arriver à favoriser l'idée de point de mire. L'idée, bon. Et du coup, si le point de mire est jugé capital, il ne faut pas nécessairement mettre par-dessus bord toutes les compétences qu'il contient. Autrement dit, il ne faut pas favoriser à l'excès le comportement de type Colomb. Mais si ce comportement de type Colomb existe, c'est bien. Moi, quand j'étais en seconde ou en première, je voulais être professeur de français latin-grec. J'ai travaillé comme un fou pour être professeur de français latin-grec. J'ai fait tout autre chose, mais j'avais ce point de mire. Il faut essayer... Bon, enfin, je m'arrête là. Sur l'autorité, mais c'est mon avis, on ne peut pas baser, selon moi, l'autorité que sur la compétence, même pour un chef d'établissement. Nous sommes tous des chefs d'établissement d'enseignement catholique. Il y a des choses qui relèvent pour nous de l'ordre de la mission. Et cette autorité, on peut aller la chercher, mon collègue disait que l'autorité, elle se reconnaît. Je crois forcément à cette dimension de la reconnaissance. Mais au travers de notre mission, ça passe avant tout, je pense, et c'est la raison pour laquelle de nos jours, on pourrait avoir aucune compétence, mais avoir beaucoup d'autorité, en tout cas dans le sens de légitimité par rapport à la fonction responsabilité qu'on occupe, si on sait avant tout être attentif à l'autre, être attentif à chacun de ses enseignants, savoir observer au quotidien ce qu'ils sont capables de faire, être au final un observateur avisé, mais qui va leur permettre de révéler ses compétences. Des compétences qu'on n'a pas nous-mêmes la plupart du temps. Et vous disiez, nos enseignants sont parfaitement compétents, nos adjoints, nos collaborateurs, nos secrétaires sont tous compétents, mais je pense qu'on doit passer beaucoup de temps à observer attentivement, précieusement, adroitement, pour reprendre un de vos qualificatifs, nos collaborateurs, nos enseignants, nos éducateurs, nos surveillants, pour être certains qu'à un moment donné, la mission qu'on va leur confier, parfois contre l'avis de tout le monde, est bien la mission qui va leur permettre de grandir et de se révéler. Et à partir du moment où cette personne a compris qu'on lui fait confiance, elle nous reconnaît l'autorité. J'en suis à peu près convaincu. Je crois que vous sous-estimez la dimension compétence, mais dans ce que vous avez dit, je pars... J'ai dit que c'est en complémentarité. Il y a cette dimension humaniste qui, pour moi, dans notre mission, me paraît plus importante. En tout cas, que le dirigeant aujourd'hui doive écouter, ça c'est certain, en liaison avec l'aspiration à la participation. Mais je pense qu'il ne doit pas faire qu'écouter.
il doit décider. Et pour que cette décision soit légitime, observez, pour que cette décision soit légitime, il faut précisément qu'il ait fait preuve d'autorité, laquelle autorité me semble ne plus pouvoir être fondée sur sa position, ni même sur sa mission. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné une mission que vous avez l'autorité qu'on vous reconnaîtra pour la remplir. L'autorité qu'on reconnaîtra pour la remplir, c'est si vous montrez que cette mission, vous êtes capable de la traduire dans des faits. Et l'écoute? Non, mais l'écoute et l'observation, je partage ce point de vue. Simplement, je pense que ça ne suffit pas. Une question toute simple. Pouvez-vous clarifier l'idée de c'est quoi faire réussir tous les élèves? En vous écoutant, je me suis interrogé en me disant je dirige un établissement, il y a beaucoup de mixité. Mon voisin d'à côté, il dirige un établissement, alors que je veux qualifier, dans mon jargon un peu monotype, avec plutôt un accueil d'élèves moins dans la mixité. Et du coup, vous nous avez dit tout à l'heure que ça se joue dans l'établissement, dans la façon dont on pilote l'établissement, dont on mobilise les uns et les autres, etc. Donc du coup, finalement, faire réussir un élève, c'est quoi, finalement, pour vous? Et pour que je l'entre que j'entende votre point de vue là-dessus et que vous m'éclairiez. Je dirais 3 choses sur votre interrogation. À la fois parce que c'est ce à quoi je crois, que je vais vous dire, mais aussi pour que ça vous fasse réfléchir. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis, mais je pense que ça peut vous faire réfléchir. D'abord, je crois, premier point, ça a été dit, mais je le reprends à la réponse que vous venez de faire, je pense que l'idée de réussite est liée à l'idée de progrès des élèves. Autrement dit, faire réussir un élève, c'est le faire progresser. Ce n'est pas simplement constater qu'il a un niveau. C'est avoir aidé à ce qu'il progresse. L'avoir fait, vous, et pas simplement parce qu'il est dans la famille Dupont, Durand, ou qu'il est allé en voyage d'études en Angleterre et qu'il revient en sachant mieux l'anglais. C'est l'avoir fait progresser, vous. Et l'avoir fait pour tous. Et par conséquent, avant de quitter ce premier point, j'insiste sur le fait que faire progresser tous les élèves, ça veut dire ne pas faire avec tous les élèves de la même façon. Ça veut dire au contraire faire différemment suivant les élèves. Il y a des élèves qui progressent plus ou moins facilement sans vous, donc votre contribution est assez modeste. Puis il y a des élèves où votre contribution est capitale. Et puis il y a des élèves pour lesquels il faut que vous y colliez vraiment en mettant par exemple une équipe éducative de bonne qualité, etc., etc., etc. Autrement dit, faire progresser tous les élèves et le faire vraiment, j'insiste sur l'adverbe vraiment, ça veut dire forcément une certaine différenciation de vos pratiques pédagogiques dans votre établissement, une certaine différenciation de votre structuration pédagogique. Bon, ça c'est le premier point. La réussite est liée au progrès. Deuxième point, alors, ma perception personnelle de la réussite tient, outre la question du progrès que je viens de dire, tient dans le volet suivant. Je pense qu'il y a, personnellement, mais qu'en tout cas, il faut, dans votre établissement, que vous définissiez un certain nombre de choses fondamentales, sur lesquelles vous ne transigez pas. Chaque élève doit les maîtriser. C'est la problématique socle commun. Et cette problématique socle commun, naturellement, on l'applique à plein dans la scolarité obligatoire, mais elle vaut aussi au lycée avec la formulation que je viens de donner. Dans votre lycée, fait partie de votre vision, y compris en la faisant partager à vos professeurs, qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne transigez pas, au sens où il faut que tous les élèves maîtrisent cela. Et maîtrisent cela, là je retrouve plutôt un élément de niveau et pas simplement de progrès. Au point de vue socle commun, comme vous le savez, nous n'avons pas réussi dans la société française parce que nous sommes fous. Nous n'avons pas réussi à dégager avec un arbitrage suffisant ce qui est un socle commun, c'est-à-dire ce qui est indispensable pour réussir sa vie. Et donc, on a beaucoup trop de choses dans le socle commun. Ça fait que le concept est dilué. Le socle commun
me semble-t-il, adapté à la situation d'aujourd'hui. Le mien, personnellement, que je suggère à votre réflexion, et pour ceux qui dirigent un collège, c'est une chose que vous pouvez éventuellement concevoir d'appliquer dans votre collège, c'est à mon avis 3 choses. 1, il faut maîtriser correctement le français. 2, il faut maîtriser correctement un certain nombre de choses mathématiques et scientifiques. Et 3, il faut vivre ensemble. Il faut avoir appris à vivre ensemble. Le reste ne fait pas partie au même degré, s'agissant de la société française telle qu'elle est aujourd'hui, dans mon esprit, du socle commun. Mais quelle que soit votre définition, et même si vous êtes au lycée, il y a donc des choses, je dis des choses, ça peut être des connaissances, ça peut être des compétences, ça peut être des comportements. Il y a des choses dont vous considérez qu'elles sont indispensables à maîtriser par tous les élèves. Et vous mettez le paquet pour que tous les élèves les maîtrisent. Vous proposiez aux élèves une différenciation qui leur va. C'est-à-dire une différenciation de filières, de matières, d'options éventuellement, de choses à apprendre qui, en quelque sorte, répond à leurs souhaits, répond à ce qu'ils ont envie d'apprendre, et par conséquent, répondant à ce qu'ils ont envie d'apprendre, ils y réussiront. Ils y réussiront, c'est-à-dire ils progresseront ou ils maîtriseront. Ça, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, vous leur offrez, en complément de ce que vous imposez devoir être maîtrisé, le socle commun, vous leur offrez des choses avec quoi ils se sentent à l'aise. Et ça, c'est un point qui est très important. Il faut que dans votre établissement, naturellement, nous sommes fous à vouloir que des garçons et des filles de 15, 16, 17, 18 ans sachent ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire à vouloir leur demander quels sont vos projets professionnels. Naturellement, si les jeunes gens en question ont un projet professionnel, c'est la problématique de la ligne de mire de tout à l'heure. Si quelqu'un veut être médecin ou pilote de l'air, il va réussir ses études, même si à l'arrivée, il devient balayeur ou que sais-je. Donc c'est la problématique de la ligne de mire. Mais nous avons une infinité de jeunes gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est de la folie de penser qu'on arrivera à le leur faire savoir à 15, 16, 17, 18 ans. Et à demander un projet professionnel. Au surplus, on demande surtout un projet professionnel aux jeunes gens qui sont plutôt en défavorisés ou plutôt en échec scolaire qu'aux jeunes gens qui... Bon. Donc, il faut bannir l'idée de projet professionnel, me semble-t-il, dans un premier temps, peut-être pas éternellement naturellement, mais bannir l'idée de projet professionnel, et il faut au contraire promouvoir l'idée de projet éducatif. Il faut arriver à faire s'exprimer les élèves sur ce qu'ils ont envie d'apprendre, et non pas ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Mais ce qu'ils ont envie d'apprendre, c'est plus accessible pour eux. Je ne dis pas qu'on y arrivera pour 100% d'élèves, je ne le dis pas, mais c'est plus accessible. Et alors, si on sait faire émerger, au titre d'une éducation au choix, mais un peu renouvelée, et que vous pouvez, sans attendre les circulaires officielles, établir dans votre établissement. Si vous arrivez à faire s'exprimer les élèves sur ce qu'ils ont envie d'apprendre, ou sur certaines des choses qu'ils ont vraiment envie d'apprendre, et que ces choses puissent mener à toute une kyrielle de métiers différents, alors à ce moment-là, il faut que vous preniez, comment dirais-je, la responsabilité de leur offrir ce qu'ils ont émis avoir envie d'apprendre. Et pour moi, par conséquent, au lycée, certainement à partir de la première, je suis tout à fait opposé à l'idée d'un lycée où tout le monde fait tout. La problématique, tout le monde fait ce que j'ai jugé fondamental, c'est le premier volet de ma réussite scolaire, c'est-à-dire c'est mon volet que j'ai qualifié de socle commun. Et le deuxième volet, c'est au contraire la problématique opposée, c'est-à-dire je m'adapte à ce que les élèves ont envie d'apprendre. Il faut toujours avoir dans l'esprit ce proverbe que je cite toujours, que votre question me permet de citer à nouveau, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ça n'est pas vrai, on ne le fait pas. Naturellement, on peut proposer des choses à des élèves, ils n'y avaient pas pensé, subitement ça leur plaît et tout ça, il ne faut pas non plus exagérer. Mais globalement, on a plus de chances, en complément du socle commun, on a plus de chances de faire réussir des élèves en leur proposant des choses qu'ils ont envie d'apprendre et donc en ayant auparavant fait émerger par des pratiques. Les professeurs doivent faire émerger ça, les conseillers d'éducation, quand il y en a, doivent le faire, des parents d'élèves peuvent y aider, vous-même devez vous impliquer sur la capacité différenciée d'un élève à l'autre, naturellement, sur ce qu'il a envie d'apprendre.
Il faut imposer ce qui relève de la problématique du socle commun, parce que l'adulte que vous êtes, les enseignants qui sont des adultes, l'adulte qui transmet à la jeune génération ce qu'elle maîtrisait elle-même, eh bien, pense que c'est capital pour la vie en société, dans la société française, etc. Ça, vous imposez ça, mais nous avons un système éducatif qui impose trop, parce qu'il impose au-delà de la problématique socle commun. Il impose aussi des choses qu'il ne devrait pas imposer, mais qu'il impose parce qu'il donne trop d'importance aux horaires, aux professeurs, etc. Et à un moment, il faut donner plus d'importance aux élèves, à ce qu'ils ont envie d'apprendre, je veux dire à un moment, y compris pas à 12 ans, mais à ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et alors là, si vous arrivez, au nom de votre initiative pédagogique, au nom de vos degrés de liberté, au nom de votre capacité à organiser l'enseignement dans votre établissement, si vous arrivez à satisfaire un peu au souhait des élèves d'apprendre ceci plutôt que cela, d'apprendre la mécanique, d'apprendre l'anglais, si vous arrivez à faire ça, alors vous pouvez être beaucoup plus exigeant sur la qualité du travail, les résultats du travail, l'évaluation du travail. Parce que, si vous voulez, un âne qui n'a pas soif, ce n'est pas la peine d'envisager que vous allez avoir une évaluation extrêmement exigeante. Il n'a pas soif, il ne boira pas, point. Tandis que si vous lui offrez à l'âne ce qu'il a envie d'apprendre, à ce moment-là, vous allez en contrepartie être exigeant sur le fait qu'il progresse dans ce qu'il a déclaré vouloir apprendre. Alors vous voyez, la réussite pour moi, de tous, c'est ça. C'est plutôt une optique de progrès, plutôt des choses communes qui fait qu'on pourra vivre ensemble, et plutôt un effort des adultes que nous sommes, au-delà de ces choses communes, à s'orienter vers ce que les élèves ont envie d'apprendre, dès lors qu'on aura fait émerger, c'est-à-dire que tout le monde ne voudra pas être naturellement pilote de ligne, ou naturellement, ça n'a pas de sens, bien entendu. Il faut faire émerger un projet éducatif qui soit raisonnable, et qui, en somme, ensuite, dès lors qu'il est raisonnable, si je puis dire, nourrit votre propre capacité à répondre à ce projet. Vous voyez ? Il y a des référentiels, il y a des programmes, oui. Il y a un cadre qui est fixé, il y a un ordre pédagogique, entre guillemets. Quel dispositif vous pouvez mettre en place pour justement favoriser la réussite sous cet angle-là, sous ces trois dimensions ? Est-ce qu'on va vers si je prends le cas du collège, le collège sans classe, le collège à module, le collège sans cycle Non. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Non. Je ne définis pas avec vous en ce moment une politique éducative globale. J'essaye d'identifier dans votre établissement, au nom de l'autonomie partielle que vous avez, d'identifier des capacités d'ajustement. Je ne crois plus, monsieur, dans notre démocratie médiatique, pour des raisons que je pourrais développer si c'est nécessaire, je ne crois plus vraiment à une capacité que nous ayons de développer une politique éducative globale. Je ne crois plus cela. En revanche, je crois très fermement dans le fait que, quels que soient les cadres qui existent et qu'il faut qu'ils existent, je crois fermement à ce que vous preniez des degrés de liberté par rapport à ces cadres. C'est-à-dire qu'en effet, vous créiez des capacités d'option, vous créez des cours spécifiques, les programmes, aucun programme n'est correctement maîtrisé par nos élèves, fût-ce les bons, aucun. Par conséquent, ça n'existe plus, ça. C'est une espèce de truc dans le ciel. Lorsque j'étais en terminale, je prends encore un exemple concret, lorsque j'étais en terminale, mon très bon professeur d'histoire a passé 8 mois sur la guerre de 14. Absurde. Et en même temps, c'est peut-être ça qu'il faut faire d'une certaine façon, si en tout cas les élèves ont envie d'apprendre la guerre de 14. Je veux dire, il faut essayer de moduler la pratique pédagogique pour mieux s'adapter, en dehors de la question du socle commun, mieux s'adapter à ce que les élèves ont envie d'apprendre. Et ça, je crois que c'est important, parce que vous avez des élèves de 16 ans, je parle du lycée, 16 ans, 17 ans, 18 ans, etc. On ne peut pas continuer à leur imposer des choses qui, en tout cas, à ne faire que leur imposer des choses. Et je crois qu'il faut différencier davantage notre lycée sous forme de filière, sous forme d'options. Le ministre a souhaité enclencher une réforme du baccalauréat, nous verrons ce qu'il en résulte, mais ce que j'espère, c'est que de cette réforme sortira un baccalauréat plus différencié qu'aujourd'hui. Parce qu'étant plus différencié, les études qui auront été menées, en quelque sorte, seront plus typées, plus colorées. Par exemple, je trouve, pour parler en français, je trouve anormal que la filière scientifique soit pas du tout la filière scientifique, mais soit la filière des bons élèves. Je trouve ça anormal.
ou même un des candidats à la présidence de la République, M. Bayrou, qui voulait faire un lycée où il y avait une filière qui était excellente en sciences et en lettres. Si vous faites une filière excellence en sciences et en lettres, aucune autre filière ne peut être excellente. Donc c'est le cannibalisme des autres filières. Par conséquent, ce qu'il faut faire au lycée, c'est des filières colorées, plus colorées qu'elles ne sont actuellement. Une filière scientifique ou des options scientifiques, etc. Bon. Et si vous faites ça, alors au niveau national, je crois qu'on n'y parviendra pas vraiment, etc. Non, mais je sais que ce n'est pas l'idée, mais ça ne m'empêche pas de la soutenir. Et je pense que dans les établissements, il faut s'efforcer par vos degrés d'autonomie de colorer davantage les filières que ce qui existe dans le schéma général. Je vais vous remercier vraiment, Claude, de la manière dont vous nous avez recentrés tous sur le sens du pilotage des établissements scolaires et de la direction, c'est-à-dire la réussite de tous. En fait, j'ai trouvé vraiment que vous apportiez une vraie aide sur ce qui fonde votre mission en tant que chef d'établissement, puis pour les chargés de mission, le pilotage qu'ils ont à faire avec eux, ce qui fonde votre mission qui est celle du pilotage éducatif et pédagogique. Et vraiment, j'ai apprécié ça. Et je dirais que ce qui vous a été dit ce soir, et notamment quand vous avez défini la réussite, c'est forcément à contextualiser. Et je partage complètement l'idée que des programmes, c'est un cadre général, mais qui peuvent, de toute façon, on sait bien qu'on n'arrive pas à les appliquer, voilà. Ou en tout cas, on arrive à les appliquer de façon extrêmement différente d'un établissement à un autre. En revanche, les clés que vous nous avez données là sur la réussite, ces 3 points sur lesquels vous avez terminé, pour définir pour chacun comment on mesure, comment on travaille à la réussite de son établissement, me paraissent excessivement pertinents et intéressants. Et forcément, ils vont se décliner très différemment d'une école rurale à une école urbaine, d'une énorme structure à une petite, d'un établissement d'Auteuil à un établissement X. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, au socle commun près. Ah, bien sûr. Alors là, c'était votre deuxième point. Et c'est pour ça que j'avais titré le rapport. Pour la réussite de tous les élèves. Et c'est pour ça que je vous ai dit la réussite de tous les élèves et non pas la réussite de chaque élève. Exactement. Je suis contre un objectif qui s'exprimerait avec l'idée pour la réussite de chaque élève. Je crois qu'il faut retenir la réussite de tous les élèves. Ouais. Et alors je bouclerai dans ce que vous nous avez donné pour faire un lien, la façon dont moi je fais ce lien-là. Sur le titre du débat d'aujourd'hui qui était dirigé dans une... je le reprends mieux, hein. Quelle autorité dans une société en réseau. Je trouve aussi que quand vous nous invitez à aller plutôt du côté de qu'ont-ils envie d'apprendre plutôt que qu'ont-ils envie de faire plus tard, je trouve que c'est plus adapté aux générations actuelles. Parce que déjà, ils ne savent pas ce qu'ils font ce soir, de leur demander de savoir ce qu'ils font. Et c'est d'autant plus vrai avec les décrocheurs. Leur demander ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est compliqué. Mais leur demander ce qu'ils ont envie d'apprendre, c'est aussi s'exposer au risque qu'ils aient envie de bien apprendre. Oui, peut-être. Exactement, peut-être, c'est vrai. On va vers des générations qui n'auront pas un métier, mais des métiers. De toute façon, ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et du coup, je trouve que le biais... Non, mais vous avez raison, ils n'ont pas envie d'apprendre, mais là, qu'est-ce que c'est qu'un système éducatif? C'est l'organisation de la transmission de la génération d'adultes vers la génération qui monte d'un certain nombre de connaissances, de compétences et de comportements. Et le socle commun, que les jeunes aient envie d'apprendre ou pas, il faut le leur transmettre et qu'ils le maîtrisent. Ça, c'est indispensable. Non, ça c'est... Et cette invitation que vous nous faites à dire quel est le socle, on a une base, le socle évidemment, on doit s'en servir. Mais parce qu'on sait bien qu'ils ne pourront pas tout faire dans le socle. Moi je l'ai mis à l'œuvre et j'ai bien vu. Par contre, c'est pour nous, dans cet établissement-là, ensemble, par la participation des enseignants, qu'est-ce qu'on définit comme étant l'essentiel, le incontournable pour eux. Ce qu'on juge indispensable pour réussir sa vie. C'est ça la définition du socle. Est-ce qu'il n'y a pas 3 compétences? Vivre ensemble, je la reprends parce que j'y crois vraiment. 2, le sens de l'effort, parce que je pense que c'est nécessaire. Et 3, je l'ai perdu, le sens de l'effort, vivre ensemble, et puis adaptabilité. Est-ce que ce n'est pas ces 3 compétences-là
qui vont faire que demain, on va pouvoir aider les jeunes à faire, qui vont s'adapter au monde et qui évolue en permanence. Oui, on pourrait dire ça. Je trouve que c'est un peu trop éloigné du système éducatif, si vous voulez. Bon. Et j'attire votre attention. L'idée d'adaptabilité, il faut faire attention. Il ne faut pas former des jeunes gens qui s'adapteront à tout. Il y a des choses auxquelles on ne s'adapte pas et il ne faut pas s'adapter. Vous devez, n'est-ce pas, enfin, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, vous avez réfléchi, mais qu'est-ce que c'est que... Enfin, il faut aussi développer un certain esprit critique. Bon, donc il faut faire attention à la question de l'adaptabilité. Naturellement, il faut développer l'adaptabilité, je suis d'accord, mais il faut faire attention. Quant au sens de l'effort, c'est tellement un moyen dans mon esprit que je ne le prendrai pas comme un objectif. Et puis c'est un peu, si vous voulez, vous arrivez devant un ensemble de jeunes gens, ils ont 12, 13, 15 ans, et vous dites, une des dimensions principales de mon établissement, c'est le sens de l'effort, vous partez pas tellement bien. Ça fait partie des choses qu'il faut faire sans trop le dire. Voilà. Et juste un dernier mot que j'avais relevé, parce que je trouvais important de le redire là, surtout au moment où vous allez vous apprêter à vivre les rendez-vous de la fraternité dans vos établissements, c'est ce que vous nous avez invité à faire au tout début sur la participation. Et du coup, la participation à la fois, donc l'expression de la parole des enseignants évidemment, des communautés, et puis des élèves. Et je me dis qu'effectivement, on se prive sans doute trop de la parole. Alors, elle doit être organisée, mais de la parole des élèves, notamment sur l'apprentissage, et le vivre ensemble, etc. C'est pas toutes les 5 minutes, ça. Mais je crois qu'un des points importants, c'est de ne pas se contenter de la parole instituée. C'est-à-dire ne pas se contenter de la parole des représentants. Ça, c'est vraiment nouveau. Vraiment nouveau. L'acte éducatif est devenu tellement difficile que tout le monde doit pouvoir s'exprimer dessus. Et donc, il ne faut pas que vous discréditiez vos partenaires habituels, les associations de parents d'élèves, les organisations syndicales et tout ça. Il faut toujours, naturellement, qu'ils s'expriment, il faut toujours que vous les écoutiez, il faut toujours qu'il y ait un dialogue entre vous et eux. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous ne pouvez plus, me semble-t-il, penser que ce dialogue suffit. C'est extrêmement important, ça. À mes yeux, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. On aime bien aller un peu au coin du libraire dans nos débats. On a sélectionné 3 livres en 5 minutes, 2 qui ont été écrits par Claude et un dont il veut à tout prix vous parler et il terminera par ça. Les 2 écrits par Claude, si vous voulez qu'il vous les dédicace, c'est simple, on vous les vendra au bar. Il y en a un que je trouve très intéressant, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est sur des maximes. Moi je pense sincèrement que les maximes aident à penser et sont des aides à la décision. Donc dans ce livre sur les maximes, vous trouverez, je ne vais pas plus loin dans ce livre, un certain nombre de phrases qui sont pertinentes pour réfléchir par rapport au thème de ce soir. Claude voulait qu'on vous présente aussi un livre qui non pas date, mais qui est en date de 2004-2005. 2004, il y tient parce que le titre c'est « Débattre pour réformer ». Si vous avez envie de feuilleter ce livre, il est également à votre disposition. C'est là-dedans que j'avais retracé tous les enseignements que j'avais retenus de l'organisation du débat sur l'école. Et alors le débat sur l'école, c'était dans tout le pays. Mais si vous voulez promouvoir la question de participation dans votre établissement, il y a peut-être des choses éventuellement à prendre là-dedans. C'est un peu l'idée du... Je ne pense pas que dans la démocratie médiatique où nous sommes et dans des établissements parcourus par... je ne pense pas qu'on puisse réformer et progresser sans débattre. Ça fait perdre du temps, c'est énervant, c'est exigeant, mais en vérité c'est nécessaire. Et alors le dernier ouvrage... Non, le dernier c'est très rigolo, voilà, achetez-le dans vos établissements. Je voudrais que tu en parles pendant 2-3 minutes. Oui. Sauf, je ne sais pas si vous le connaissez d'abord ce livre. Non. Imperator. Vous savez,
Alors ça, c'est des gens qui sont souvent... Non, c'est pas moi, mais c'est souvent des gens agaçants. C'est les gens qui défendent le latin et le grec. Bon. Eh bien, ces gens-là, ils font quand même des choses parfois qui sont très bien, et en particulier, ils ont fait une collection aux belles lettres qui consiste à sélectionner sur un thème donné des extraits de la littérature dans l'Antiquité, les Romains, les Grecs, etc. Et un des sujets, un des volumes de cette série, c'est « Dirigé en Grèce et à Rome ». Dirigé. Et alors, vous avez un livre de 200 pages formé d'extraits de textes de l'Antiquité qui sont, honnêtement, que j'ai lu ça, y compris cet été en réfléchissant au sujet qu'on avait évoqué, qui sont d'un immense intérêt. Il y a d'ailleurs un autre des sujets, par exemple, qui est à l'école des anciens. Par conséquent, une espèce de florilège de ce que les textes anciens disent de l'école. Alors, il y a des choses qui sont plus rigolotes peut-être, mais que vous pouvez acheter pour vous, par exemple, je ne sais pas, les professionnels de l'amour, par exemple. Alors ça, c'est ce que disait l'Antiquité sur les professionnels, etc. Voilà. Très bon bouquin. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonne fin de soirée, bonne journée demain.